Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de Chapégué-Salin et je n'ai pas réellement de nom de personne à mettre sur la vidéo parce qu'il s'agit en fait de deux familles différentes et en fait il y a beaucoup de personnes qui entrent en jeu donc de ce fait ce sera la première vidéo où il n'y a pas de nom mais plusieurs noms et l'histoire du coup de deux familles. Alors, notre histoire commence dans les années 1900 et à ce moment-là, la famille Chappe sont des forgerons et des maréchaux ferrants basés à Ide dans le hameau de Champagnac. Mais vers les années 30, Abel, Albert et Louis Chappe décident de remoderniser l'entreprise familiale et suivent donc une formation pour devenir carrossier automobile. Et en 1932, ils fondent la carrosserie Chappe dans la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Et si vous vous demandez quels véhicules ont-ils réalisé durant les années 30, eh bien j'en ai aucune idée. En fait, la carrosserie Chappe était une toute petite société, pas très connue, et on ignore quels véhicules ils ont réalisé exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'ils fabriquaient des utilitaires pour Delahaye et qu'ils ont réalisé la carrosserie d'une Talbot Lago de 1935 qui deviendra la voiture familiale de la famille Chappe. Mais bon, leur activité en tant que carrossier ne dureront pas très longtemps puisqu'en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Les frères Chappe sont engagés dans l'armée française, mais la France perd et les soldats français survivants sont capturés par l'armée allemande. Abel Chappe réussira à revenir chez lui par ses propres moyens, mais ses deux frères, eux, devront attendre la fin de la guerre avant de pouvoir retourner chez eux. Peu de temps après, Amédée Guessalin se marie avec Marie Chappe et finit par rejoindre la société familiale puisque lui aussi est carrossier. De ce fait, la carrosserie Chappe est renommée carrosserie Chappe et Guessalin en 1946. Ils continueront donc de réaliser des utilitaires et notamment des Simca 8 break. Mais au début des années 50, Chappe et Guessalin commencent à s'intéresser aux voitures de sport. Ils réaliseront plusieurs véhicules, une Renault 4 chevaux pour Jean Rédélé, la Boss 20 Michel Spécial, une voiture de course à moteur de Renault 4 chevaux, ainsi qu'une Talbot Lago de course. Le jeune Jean Guessalin, fils d'Amédée Guessalin, finit alors par convaincre ses oncles et son père de spécialiser l'entreprise dans la réalisation de carrosseries en fibre de verre, car peu de gens en France étaient capables de maîtriser la fibre de verre, et les constructeurs cherchaient à gagner en légèreté sur les voitures de sport et les voitures de compétition. Et de toute manière, leurs activités de carrossier commençaient à diminuer, car les constructeurs n'ont plus besoin de passer par des carrossiers et préfèrent réaliser les carrossieries en métal eux-mêmes, ce qui explique l'extinction de la quasi-totalité des carrossiers français durant les années 50. La carrosserie Chappe et Guessalin se met alors à travailler la fibre de verre en améliorant la recette avec la fameuse méthode du tissu Chappe qui permet d'éviter que la carrosserie se brise en 1000 morceaux durant un accident, ce qui arrivait fréquemment lors d'un crash où les morceaux de carrosserie se mettaient à être projetés dans tous les sens, ce qui pouvait être dangereux et ce qui pouvait blesser le pilote et les gens aux alentours. Mais grâce à la méthode du tissu Chappe, ils utilisaient du coup un tissu de fibre moins serré, ce qui permettait d'éviter ce problème. La petite société va alors commencer à réaliser des véhicules de course ou de route. Tout d'abord, il y aura la Stera Bernardet, puis Chappe et Guessalin réaliseront des voitures de course pour Deutsche Bonnet, une marque spécialisée dans la réalisation de voitures de course qui a été fondée dans les années 30 par Charles Deutsch et René Bonnet. Plusieurs véhicules seront réalisés par Chappe et Guessalin, comme par exemple la Deutsche Bonnet Mono 1000. Jean Rédélé recontactera également la carrosserie Chappe et Guessalin afin de créer sa propre voiture. En fait, cela faisait déjà un certain temps qu'il tentait d'en créer une, mais ces véhicules ne sont restés que des véhicules uniques. Alors Jean Guessalin lui réalisera un coach en acier à partir d'une Renault 4 chevaux. Jean Rédélé sera convaincu par le véhicule, mais Jean Guessalin essayera de le convaincre d'opter pour une carrosserie en fibre de verre afin de gagner en poids, mais aussi pour pouvoir fabriquer les véhicules plus rapidement. L'Alpina 106 était née. Chappe et Guessalin commence alors à recevoir de plus en plus de commandes. Il s'occupe désormais de la production de la DB Le Mans, des premières Alpines A108 et par la suite des Alpines A108 2+2, mais aussi de la Citroën 2 chevaux UMAP, dont je vous avais d'ailleurs déjà parlé en vidéo. Cependant, certains projets ne seront jamais réalisés en série. C'est le cas par exemple de ce cabriolet réalisé pour Charles Escoffier, le beau-père de Jean Rédélé, ou bien cet étrange cabriolet qui est un exemplaire unique également. En 1960, Chappe et Guessalin change de locaux pour disposer d'un plus grand atelier de production à Brie-Comte-Robert.
En 1961, René Bonnet et Charles Dutch se séparent, tout simplement parce que Charles Dutch n'était plus très actif depuis ces dernières années. Et en effet, ce n'était pas son travail principal de fabriquer des voitures, contrairement à René Bonnet. Ils se sépareront donc de manière professionnelle, mais pas amicalement, puisque les deux hommes continueront à entretenir de bonnes relations. René Bonnet décide donc de fonder sa propre marque et demande à Chappé-Guessalin de réaliser les carrosseries de ses modèles. Ils s'occuperont donc de la fabrication de la René Bonnet Le Mans, qui est en fait une DB Le Mans avec un moteur Renault, mais aussi de la René Bonnet Missile et de la René Bonnet Jet. En 1962, Jean Rédélé leur confie la réalisation de la toute première GT de la marque Alpine. Il s'agit de l'Alpine A110 GT4 2+2. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la première GT d'Alpine, c'est bien la 110, ce n'est pas la 310. Malheureusement, cette version ne se vendra pas très bien et Chappé-Guessalin la produiront de manière anecdotique. En 1965, Charles Dutch leur confie la réalisation de la Panhard CD, qui était auparavant fabriquée chez Velam. À ce moment-là, tout était parfait pour la petite carrosserie, qui s'en sortait très bien financièrement. Cependant, ce beau tableau commence à s'obscurcir. René Bonnet est proche de la faillite et décide donc de s'associer avec le constructeur de missiles Matra pour pouvoir produire ses voitures dans leurs grandes usines. La Panhard CD n'est plus rentable et la production est stoppée en 1965 lorsque Citroën rachète la marque Panhard. Et enfin, l'Alpine A108 est retirée de production. Bref, il ne reste plus que l'Alpine A110 GT4 2+2 dont les chiffres de vente sont très anecdotiques. Jean Guessalin et les frères Chappe n'avaient alors pas beaucoup de possibilités. Soit ils mettaient la clé sous la porte, ou soit ils changeaient de domaine d'activité. Ils choisissent donc la deuxième option, en devenant constructeurs automobiles. Et c'était un choix tout à fait logique, puisqu'ils étaient spécialisés en carrosserie en fibre de verre. Ils ont assemblé pas mal de voitures de sport, donc ils connaissaient bien les châssis. Il ne manque plus qu'un moteur. Alors, ils auraient très bien pu faire comme tout le monde et prendre des moteurs Renault, car Renault était une marque très présente en compétition. Mais étant donné que Renault fournissait pas mal de moteurs à des petits constructeurs, ils ne souhaitaient pas avoir un client supplémentaire, ils en avaient déjà bien assez. En ce qui concerne Peugeot, ces derniers n'étaient pas très intéressés par la compétition, tant qu'à Citroën, ils n'aimaient pas les constructeurs indépendants. C'est rare que Citroën soutenait des petites sociétés, car ils avaient peur de nourrir un futur concurrent. Alors Chappé-Guessalin se rabattront sur la marque Simca, et ces derniers étaient très intéressés par le projet, puisqu'ils cherchaient à se donner une image dans le domaine de la voiture de sport. Alors il y a bien eu une tentative d'association avec Abarth, mais entre-temps Simca a été racheté par Chrysler, et ces derniers ont tout annulé. Simca fournira donc les moteurs de Simca 1000 et s'occuperont de la vente des véhicules. Et en 1966, Chappé-Guessalin présente la CG 1000, un petit cabriolet à moteur de Simca 1000. Pourquoi un cabriolet? Tout simplement parce que selon les frères Chappe, les cabriolets et les roadsters étaient à la mode à ce moment-là, et ils se vendaient bien. L'autre raison, c'est qu'une fille de la famille Chappe souhaitait absolument avoir un cabriolet. Mais de toute manière, beaucoup de jeunes souhaitaient avoir un cabriolet, donc il y avait un marché à prendre. Sauf que le problème, c'est que la CG 1000 n'était pas très performante. En fait, elle était aussi performante qu'une simple Simca 1000, et elle coûtait plutôt cher, car c'était une réalisation artisanale. Chappé-Guessalin ne pouvait pas proposer de petits prix, car pour proposer des petits tarifs, il faut être certain de produire beaucoup de voitures, ce qui n'était pas du tout le cas de la petite société, qui se contentait d'une production artisanale. La seule solution était de sortir une version plus performante, et c'est ce qu'ils vont faire en sortant la CG 1000 spéciale, une version avec un moteur de 49 chevaux pouvant atteindre une vitesse maximale de 165 km/h, contre 150 km/h pour la version de base. Il y aura également la CG 1000 Sport qui dispose du moteur de base de 40 chevaux, mais l'auto est allégée de 40 kg. Cependant, les ventes restent plutôt basses et Jean Guessalin et les frères Chappe comprennent qu'il faut sortir une version plus performante. Et en 1968 sort la CG 1200S. En termes de design, la voiture reprend le style du modèle précédent, mais avec une nouvelle face arrière. En termes de moteur, c'est le moteur de la Simca 1200 qui est utilisé. En fait, il s'agit plus exactement du moteur de la Simca 1100 qui a été boosté à 80 chevaux pour être équipé sur la Simca 1200. D'ailleurs, le nom 1200 c'est en lien avec le nombre de cm3 du moteur. C'est pour cela que l'auto s'appelle CG 1200S. Et grâce à ce moteur de 80 chevaux, l'auto peut atteindre une vitesse maximale de 185 km/h. La CG 1200S sera également disponible en version cabriolet et un hardtop sera également proposé afin que le client puisse avoir un toit.
L'année 1969 sera plutôt bonne pour la marque qui arrive à être rentable. La production de la CG1000 est donc alors stoppée car l'auto ne se vendait pas très bien et on estime qu'il y aurait eu moins de 30 exemplaires réalisés en 3 ans de production. Toujours durant l'année 1969, Jean Guessalin et les frères Chappe rencontrent Albert Uderzo qui était très intéressé par leur projet et il leur fait une remarque sur le fait qu'ils n'avaient pas de logo. Et c'est vrai que le seul logo de la marque c'était les initiales CG. Alors Albert Uderzo leur réalisera un logo, un coq français, symbole de la France, et Chappé-Guessalin était une marque française. Mais l'autre raison, c'est que la rue où la société était basée, c'était la rue du Coq Gaulois. Peu de temps après, Chappé-Guessalin cesse la production de l'Alpine A110 GTK 2+2 car les ventes de l'auto étaient vraiment devenues très anecdotiques. C'est donc la fin de la collaboration entre Alpine et Chappé-Guessalin. En 1970, la CG 1200S évolue, son moteur passe de 80 à 85 chevaux pour 188 km/h en vitesse de pointe. Parallèlement à ça, Chappé-Guessalin tente de se lancer en compétition. L'ennui, c'est qu'ils n'ont pas du tout les moyens. Ils s'associeront donc avec Simca qui les intégrera dans leur programme de compétition. Chappé-Guessalin conçoivent donc la CG 548 Proto qui reçoit quelques modifications et un compresseur Constantin permettant de monter la puissance à 120 chevaux. Et vous allez me dire pourquoi 548? Parce que l'auto devait peser 548 kg. Enfin ça c'était la théorie. En réalité, ils n'ont pas réussi à descendre en dessous de 600 kg, et les modèles les plus lourds pesaient 700 kg, mais ils ont quand même gardé le nom 548. Tant qu'au nom Proto, c'était en référence à la catégorie sport prototype, car la CG 548 était un prototype de course, qui n'a aucun équivalent avec un véhicule de série, malgré le fait que l'auto soit extrêmement proche d'une CG 1200S de route. Cependant, l'auto n'arrive pas à gagner grand chose durant l'année 1970. Bernard Boyer, qui travaillait auparavant pour Chappé-Guessalin et qui par la suite travaillera dans le département compétition de Matra, leur conseillera de placer le moteur en position centrale arrière, mais aussi d'utiliser un moteur plus gros et plus performant. Au moment où CG a voulu construire sa propre voiture, je faisais partie de la famille Chappe. Et à ce moment-là, j'étais en contact amical, mais sous le couvert de contact amical, j'ai transmis un certain nombre de, c'est pas des conseils, c'est plutôt des idées qu'on retrouve par-ci par-là dans les voitures. Des fois il y a un arrondi, des fois il y a quelque chose qui vient d'une conversation qu'on a eue. Et puis, au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai participé à l'aventure de l'adaptation de cette carrosserie à la CG à moteur central. Jean Guessalin et les frères Chappe se lanceront alors dans l'élaboration de la CG 548 Proto MC. Et contrairement à une vieille légende bien répandue, le nom MC ne signifie pas Matra Compétition, mais bien moteur central. D'ailleurs, Matra n'ont jamais travaillé sur ce projet. Le seul lien entre Matra et Chappé-Guessalin, c'était Bernard Boyer, qui venait leur donner des conseils en dehors de ses heures de travail. Et Matra tolérait cela parce que Simca s'occupait de vendre les modèles Matra dans leur concession. Matra se contentait donc juste de leur renvoyer l'ascenseur. Mais bref, revenons sur la CG 548 Proto MC. Il s'agit donc d'une voiture équipée d'un moteur 2 litres Simca qui provient de la Simca Chrysler 2 litres et qui a été préparée par JRD. La puissance varie selon les versions, cela va de 175 à 225 chevaux. Et afin d'encaisser toute cette puissance, Chappé-Guessalin opteront pour une boîte de vitesse Porsche. La 548 Proto MC sera déclinée en plusieurs versions. Tout d'abord la version coupée, puis il y aura une version Spider, plus légère. Par la suite, ils développeront une nouvelle version, redesignée, qui sera déclinée en plusieurs versions, coupé, Spider et camionnette. La version camionnette a été nommée ainsi du fait de sa partie arrière qui faisait penser à celle d'une camionnette. Il s'agit d'une version unique. La saison 1971 commence à être meilleure que la saison 1970. En 1972, les résultats s'améliorent, mais il faudra attendre l'année 1973 pour que la CG 548 Proto MC remporte une succession de victoires en compétition. Pendant ce temps-là, les modèles de route continuent à évoluer et en 1972, une nouvelle version de la CG 1200S sort. Il s'agit de la CG B1200M.
L'auto reçoit un kit portant la puissance à 95 chevaux grâce à l'ajout de 2 carburateurs, de modifications sur la culasse et l'ajout d'une tubulure spéciale. L'auto recevra également une nouvelle carrosserie. En fait, il s'agit d'une version test qui précède le nouveau modèle de la marque, la CG 1300, qui sortira très peu de temps après la B1200M. Ce nouveau modèle reçoit donc une nouvelle carrosserie, la même que celle de la B1200M du coup, mais aussi un nouveau moteur qui provient de la Simca Rally 2. Ce moteur développe 82 chevaux pour 185 km/h en vitesse de pointe. Et si vous optez pour le kit de 95 chevaux, vous pouvez atteindre une vitesse maximale de 195 km/h. En revanche, contrairement au modèle précédent, la CG 1300 n'est disponible uniquement en version coupée. Avec l'arrivée de ce nouveau modèle, c'est donc tout à fait logique que l'ancienne CG 1200S disparaisse durant l'année 1972, après une production de 280 exemplaires. Tout se passait bien alors pour la petite marque française, qui s'en sortait bien aussi bien sur les modèles de production que en compétition puisqu'il gagnait une multitude de victoires durant l'année 1973. Malheureusement, en fin d'année, la crise pétrolière éclate et il devient alors impensable de continuer le programme compétition pour l'année 1974. Il ne faut pas oublier que durant cette période, le gouvernement a régulé les courses et certaines ont même carrément été annulées afin d'économiser le plus d'essence possible. Henri Chemin, le PDG de Simca, tentera de les convaincre de continuer au vu des bons résultats de l'année précédente, mais Jean Guessalin et les frères Chappe refusent afin d'être certains que l'entreprise familiale puisse survivre durant cette période de crise. Le début d'année 1974 sera rude pour Chappe et Guessalin, qui auront du mal à vendre leur voiture. Il faut dire qu'entre-temps, Matra avait conçu une concurrente bien plus intéressante en termes de rapport qualité-prix. Il s'agit bien entendu de la Matra Simca Bagheera. L'auto était presque aussi performante que la CG 1300, elle était bien moins chère à l'achat, et Matra arrivera à en vendre de grandes quantités. Bref, la Bagheera était la bonne voiture arrivée au bon moment. Contrairement à la CG 1300 qui était un peu démodée, car les berlinettes n'étaient plus en vogue, elle consommait un peu plus que la moyenne, mais à ce moment-là, les gens faisaient attention aux moindres litres d'essence consommés en trop, mais surtout, elle coûtait bien plus cher que la Bagheera, qui en plus de cela proposait 3 places pour un prix moins élevé. Mais bon, est-ce que c'est vraiment la faute de Matra ? Non, clairement pas. Matra était déjà là depuis un bon bout de temps dans les concessions Simca. Si c'était ça le problème, Chappe et Guessalin auraient mis la clé sous la porte depuis bien longtemps. La vraie raison, c'est que la petite société française était très fragile. Il suffisait d'un petit coup de vent pour la mettre à terre, tel un château de cartes. C'est d'ailleurs le même constat chez les concurrents qui sont morts durant la crise pétrolière. La Citroën SM, la Ligier JS2, la Renault 12 Gordini, l'Alfa Romeo Montréal ou bien la JD 1600 étaient des véhicules qui ne se vendaient pas énormément. Et pour le cas de la Montréal, l'auto était déjà dans le rouge bien avant la crise pétrolière. D'ailleurs, Jean Guessalin l'a lui-même avoué en interview, rien ne dit que nous n'aurions survécu sans la crise, mais nous n'avions jamais été aussi proches de nos rêves lorsqu'en avril 1974, la marque CG déposa le bilan. Après la faillite de la marque, Jean Guessalin et les frères Chappe vendèrent tout ce qui restait. Les droits de fabrication des CG de course seront revendus à la société Guériplast qui continuera la fabrication des CG 548 Proto MC. Il s'agissait de kits que l'on assemblait soi-même. Toutes les versions étaient proposées, coupé, spider et camionnette. Le dernier ensemble châssis-moteur de la CG 548 Proto MC sera racheté par André Moynet, un ancien pilote qui utilisera cette base pour créer la Moynet LM75, qui participera aux 24 heures du Mans de 1975 et sera conduite par un équipage féminin, composé de Marianne Hopfner, Christine Dacremont et Michel Mouton. L'auto arrivera à remporter la course dans sa catégorie. En ce qui concerne les frères Chappe, ces derniers finiront malheureusement par décéder. En revanche, Jean Guessalin, lui, est toujours vivant, bien qu'on ne le voit plus trop depuis ces derniers temps. En tout cas, il devrait avoir 91 ans cette année. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo dans son intégralité. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Si le sujet de Chappe et Guessalin ça vous intéresse, j'ai parlé d'une de leurs voitures qu'ils ont fabriquées durant les années 50, de la 2 chevaux UMAP, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'aviez pas encore vue. Et sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!